assez impressionnant. Le sujet qu'on m'a demandé de développer un peu, c'est l'organisation, le financement des soins hospitaliers en Belgique dans le contexte de nos voisins en Europe, et bien sûr sur une toile de fond de réforme de ce financement de ces hôpitaux. Depuis les années 90, il y a en effet une tendance internationale vers des systèmes de financement plus prospectifs, par admission, par case mix comme on dit. Et plus récemment, on voit des développements internationaux vers un financement plus axé sur la récompense de la qualité, le pay for quality, le pay for performance. Et bien sûr, nous l'avons vu à répétition ce matin, dans un contexte de maladie chronique, et donc un besoin de penser cet hôpital et son financement dans une continuité de soins où le malade chronique n'est pas seulement à l'hôpital, mais de préférence dans son domicile. Et le contexte aussi avec un financement selon le case mix en Belgique qui existe, mais qui reste fort limité et fragmenté. Pas plus que 30% certainement du financement de nos hôpitaux. Et puis l'élément qui pour le KCE a quand même été le déclic pour le travail qui a été mené ces 2 dernières années, c'est le lancement par la ministre de la Santé précédente, Mme Onkelings, de cette feuille de route en avril 2013 pour un financement. Et à cette époque, la mission était prospective, plus orientée sur les case mix, donc vraiment une demande d'aller explorer le financement par DRG, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, comparer les pays, et il faut m'excuser à cette heure-ci de la matinée de terminer tellement vos glandes salivaires, mais comparer les pays entre eux, c'est extrêmement difficile, parce que dans chaque pays, les ingrédients sont différents, historiquement déterminés, et au fil des années et des décennies, il y a eu des adaptations tout à fait particulières à chaque pays pour des raisons tout à fait particulières. Et de ce fait, il n'y a plus un système qui est pur et qui est un cas d'espèce, par exemple, d'un système par DRG ou un système au budget. Il y a toujours, dans tous les pays, des ingrédients mélangés dans des proportions différentes et fort différentes, comme nous allons le voir. Le système de santé en tant que tel, comme cadre dans lequel les hôpitaux sont financés et opèrent, déjà en Europe, est très très disparate. En Europe et dans le monde, d'ailleurs, ici, dans le slide, on dépasse les frontières de l'Europe. Il y a les National Health Services où et la réglementation, la régulation, la législation et le financement et la dispensation des soins sont gérés par des systèmes publics de l'État. Et c'est typiquement le cas dans les pays nordiques où il y a un National Health Services. Le National Health Insurance, par contre, laisse la procuration des soins, la provision des soins à des instances privées, for profit or not for profit, et ça c'est typiquement dans un nombre de pays qui anciennement étaient le Commonwealth, comme vous pouvez le voir. Et puis il y a le système plus bismarckien de Social Health Insurance, où les accords, les modes d'opération, le financement sont négociés entre des partenaires sociétaux ou sociaux même, mais encore une fois, la dispensation des soins est privée. Le système américain est un système un peu particulier, comme vous le savez, où tout est privatisé, bien sûr. Et puis il y a le Social Health Insurance à la belge, si vous voulez, mais on n'est pas les seuls, comme vous voyez, la France et une série d'autres pays, où la réglementation, la régulation est quand même à l'opposé de l'Allemagne, de l'Autriche, plus centralisée, plus légalisée par et
dans ce contexte-là, il y a aussi des systèmes de santé qui sont soit plus décentralisés et financés par des taxes, par des impôts, soit plus centralisés et éventuellement financés par des contributions sociales, ou le mix dans tous les sens de ces différentes combinaisons, ou les différentes combinaisons possibles. Nous avons un système comparable à la France, centralisé, avec une assurance maladie sociale, donc majoritairement, mais pas à 100%, financée par des contributions sociales. Les pays scandinaves, par exemple, comme la Suède, ont une gestion beaucoup plus décentralisée. C'est les counties, les comtés, les provinces, si vous voulez, qui gèrent le système de santé dans son entièreté. Et là, c'est vraiment un exemple, comme nous l'avons vu dans l'exposé précédent, de territorialisation des soins, où le continuum entre l'hôpital et les soins de santé primaires sont gérés vraiment au niveau de ce comté ou de cette province. Et donc, ça, c'est une évolution qui a des avantages en termes d'intégration des soins. Alors, bon, comme je vous ai montré au début, il est impossible d'aller comparer les systèmes et de dire tel ou tel est meilleur dans sa globalité. Et ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est d'aller grappiller dans tous les pays les bonnes idées et d'en faire son cocktail propre pour pouvoir améliorer les systèmes sur plusieurs plans à la fois. C'est un peu le défi qu'on nous avait lancé quand on nous a demandé d'accompagner le processus de développement de cette feuille de route et quand on nous a demandé donc de faire une proposition pour la réforme du système de financement des hôpitaux. Et donc, au fil de l'exposé, on va toucher à beaucoup de choses différentes et on va essayer de tirer des enseignements de plusieurs pays pour voir en quelle mesure ces enseignements peuvent être utiles pour notre propre pays. Une source importante, intéressante, c'est le Euro Health Consumer Index, qui est disons, une sorte de classement par qualité, si vous voulez, d'un grand nombre de pays pour les soins de santé. Et le score global de la Belgique, j'ai mis une flèche, n'est pas mauvais du tout, bien au contraire, on est à la 6e place, on est vraiment très bien classé. Mais bon, ce n'est qu'un score assez limité dans le sens où il y a une trentaine d'indicateurs et qui sont, comme vous allez le voir, quand même regroupés dans encore moins de catégories, plus précisément dans 6 catégories. Le score élevé de la Belgique est obtenu avec un inpatient healthcare expenditure, donc un pourcentage de dépenses pour les patients hospitalisés par rapport au total des dépenses des soins de santé relativement élevé. Parfois, on nomme cet indicateur comme un indicateur d'organisation classique, traditionnelle, ancienne du système de santé. On pourrait espérer qu'un système moderne, avec des soins intégrés, des soins transmuraux, des soins plus près du patient, dépense une proportion plus importante de ses moyens à d'autres choses qu'aux patients hospitalisés. Et donc on reste quand même relativement à droite dans ce classement-ci, ce qui veut dire que notre système, pour le dire de manière un peu simpliste, est relativement hospitalo-centrique encore. Voici le Euro Health Consumer Index dans sa totalité, avec tous les indicateurs. C'est impossible à lire, mais le premier bloc, c'est la satisfaction et l'information du patient. Le dernier bloc, c'est la pharmacothérapie, et on va faire un petit zoom sur les blocs intermédiaires. Le deuxième, c'est là où on prend le point, c'est l'accessibilité et les temps d'attente, où on est dans le vert partout. Donc ça, c'est vraiment notre fer de lance, c'est là où on est absolument bon. Il n'y a pas de temps d'attente, ni pour la médecine générale, ni pour les hôpitaux, ni pour les examens, en comparaison avec d'autres pays au moins.
là on est excellent. Par contre, sur les résultats, les outcomes, le deuxième bloc, enfin le troisième dans la série, je n'ai montré qu'à partir du deuxième, la Belgique, qui est la troisième colonne, c'est plus mitigé. Disons que, par exemple, pour le taux de mortalité pour les patients hospitalisés après infarctus cardiaque, on est dans le rouge, on est relativement mal classé parmi les pays. La mortalité infantile, c'est beaucoup mieux, et là on est bien, on est bon. Mais puis pour les cancers et d'autres indicateurs, c'est pas vraiment brillant. Et puis bon, je ne vais pas parcourir tout. L'équité dans le système relativement bon, la prévention relativement bon, mais il y a des points d'amélioration. Nous avons fait d'ailleurs avec le KCE depuis quelques années le travail de calculer des indicateurs de performance pour le système de santé qui vont dans le même sens. Et donc pour les outcomes, ce serait quand même mieux si la Belgique pourrait être dans le vert comme les pays qui nous entourent. Par exemple, pour ne citer que quelques exemples, le taux de survie pour une série de cancers, on est juste après le peloton de tête. Alors que nous avons tendance à croire en Belgique que nos soins sont vraiment de très haute qualité, bien, il y a quand même encore un petit manque à gagner. Et il y a d'autres indicateurs, je vais y revenir plus loin. Une autre source d'information comparative tout à fait intéressante et actualisée, c'est évidemment les indicateurs de l'OCDE, où l'hospitalocentrisme de notre pays est traduit par une série d'indicateurs. On n'est pas à l'extrême, et parmi les pays qui sont à gauche de nous, les pays européens qui nous intéressent sont certainement l'Allemagne, qui a un taux ou une proportion de lits hospitaliers par 1000 habitants relativement élevés ou très élevés. Nous sommes à côté de la France. Il faut savoir qu'ici, dans cette statistique, il y a tous les lits intramuraux, y compris la psychiatrie, y compris la révalidation. Et donc, il y a d'autres indicateurs, et celui-ci, il est apuré sur les lits aigus, où la Belgique, c'est la barre rouge de gauche, par rapport à la moyenne qui est la barre rouge de droite, est quand même encore nettement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Et encore une fois, il n'y a que parmi les pays européens qui nous intéressent de plus près, le Luxembourg et les pays germaniques qui nous dépassent, et largement. Mais beaucoup d'autres pays qui sont quand même pas réputés avoir des soins de santé de mauvaise qualité sont loin en deçà. Le nombre de lits, c'est l'offre. Et nous savons que ça devient une catégorie de moins en moins informative. L'orateur précédent l'a dit aussi, parce qu'il y a des tas d'autres formes d'offres. Et n'empêche que c'est intéressant à savoir, surtout si on le combine avec d'autres indicateurs. Le nombre d'admissions ou de discharges, ce qui revient au même, on est aussi au-dessus de la moyenne européenne. Et la durée de séjour moyenne, même chose. Et si on multiplie ces indicateurs, on confirme quand même ce relatif hospitalocentrisme dans notre pays. Donc il y a quand même encore une marge. Maintenant, vous allez nous dire, il y a quand même eu un essor impressionnant de l'hospitalisation de jour, et il est donc normal qu'en hospitalisation, on ait des durées de séjour qui ont plus difficile à être réduite, puisqu'on concentre des patients plus lourds. Oui, c'est vrai, certainement, mais il y a aussi cette tendance qu'il faudrait encore davantage développer de transmuralité de soins intégrés, où un bon nombre de patients qui sont encore hospitalisés aujourd'hui, parfois pendant relativement longtemps, parce qu'on a des difficultés à trouver un endroit pour les mettre quand ils doivent sortir de l'hôpital, notamment ces patients âgés chroniques, qui pourraient bénéficier d'autres structures d'accueil en aval de l'hôpital et de soins de santé en première ligne, mieux organisés pour pouvoir accueillir ces patients. Donc,
L'interprétation de ce genre de statistiques ne peut jamais être simpliste, mais doit quand même continuer à nous interpeller. Et par exemple, ici, la durée de séjour moyen, plus spécifique alors, et on évacue une partie des discussions quand on devient beaucoup plus spécifique par type de pathologie, la colonne de la Belgique n'est quand même pas très verte. Et si vous regardez les chiffres comme ça, à vue de nez, je dirais, par rapport aux colonnes de droite, où il y a les pays nordiques avec des soins de santé quand même aussi de bonne qualité, le nombre de jours de différence reste substantiel. On est à plus 10%, plus 20% par rapport à ces pays, parfois plus. C'est énorme. C'est autre chose que la demi-journée après un accouchement normal. On parle d'autre chose, on parle d'un ordre de grandeur qui représente, si on le traduit dans une vision plus globale, qui représente un potentiel pour développer beaucoup d'autres choses. Si on arrivait, par exemple, pour un accouchement normal en Belgique, à raccourcir la durée de séjour moyenne par la moitié, là, il y a des réelles économies. On ne va pas réduire par la moitié, bien sûr, parce que c'est l'accouchement même et les soins qui l'entourent qui sont les plus intensifs. Mais quand même, il y a moyen de dégager des ressources qui peuvent très bien porter les besoins en postpartum à domicile. Sauf qu'il n'y a pas de passerelle en Belgique pour pouvoir transférer l'économie de A à B. Et donc ça, c'est certainement un des grands défis après la réforme de l'État, mais les précédentes et celle-ci, pour pouvoir inventer ces passerelles, les créer, les faciliter et ainsi favoriser cette intégration des soins. Mais là, je déborde un peu du slide ici. Les médecins, acteurs clés évidemment dans les hôpitaux, où sommes-nous? On a toujours tendance à dire il y a pléthore en Belgique. Ben, dans l'ensemble de l'OCDE, et ce n'est pas que l'Europe, on n'est pas, disons, à l'extrême, plutôt un peu moins que la moyenne. Évidemment, quand on parle de financement des hôpitaux, on va y revenir, on parlera de rémunération des médecins. Comparer ça entre pays est extrêmement difficile. L'exercice qu'a fait l'OCDE, c'est de comparer le revenu du médecin par rapport au revenu moyen du pays. Et donc, c'est une sorte de normalisation dans cette comparaison. Regardons d'abord la colonne de droite, où on voit que la Belgique, le troisième dessus, rémunère ses médecins généralistes, disons, de manière comparable à beaucoup d'autres pays. On n'est plus, après tous les efforts qui ont été faits, à la traîne. C'était le cas il y a 10-15 ans. Par rapport aux spécialistes, la comparaison devient tout à fait impossible avec notre système de rémunération, où il y a ces honoraires qui comportent toute cette partie de rétrocession et donc qui rendent la comparaison irréaliste ou non informative. Mais bon, on est à 6,2, même si on divise par 2, on est quand même comparable et un peu plus élevé que beaucoup d'autres pays, mais nettement moins, par exemple, que la Hollande, qui affiche des chiffres très élevés. Revenir ici dans les statistiques de l'OCDE et puis du Health Consumer Index, les outcomes, les résultats des soins, après admission pour un infarctus du myocarde, le taux de mortalité en dehors des 30 jours en Belgique reste relativement élevé par rapport à la richesse du pays et par rapport aux moyens qu'on met dans notre système de santé. Il y a là aussi encore des progrès à faire. Nous sommes quand même loin au-dessus encore que toute une série de pays européens, et notamment aussi de la République tchèque et slovaque, etc. C'est quand même relativement inquiétant. Encore une fois, ne jamais prendre ces chiffres tout à fait au pied de la lettre. Il y a des phénomènes de recrutement qui sont parfois pas tout à fait les mêmes entre les pays. Mais bon,
ça reste néanmoins interpellant, surtout si on juxtapose à d'autres statistiques, comme ici par exemple, encore un exemple d'AVC, d'accident cérébrovasculaire, où la Belgique aussi est moins bonne que la moyenne des pays OCDE. Alors, pour devenir un tout petit peu plus précis sur les travaux que nous avons faits nous-mêmes, le premier travail que la ministre nous avait demandé, c'était de comparer les avantages et les risques d'un système prospectif par DRG entre différents pays. Encore une fois, les comparaisons en tant que telles ne sont pas très informatives et donc on s'est concentré sur un nombre de caractéristiques et critères. Ceci est intéressant parce qu'on voit que les objectifs affichés pour introduire un système prospectif de paiement, donc de paiement par cas, les objectifs affichés entre les pays sont très différents. Et ça veut dire plusieurs choses. Un, parce que ces pays viennent de situations différentes auparavant. Et donc, quand on vient d'un système tout à fait complètement à l'acte, comme aux États-Unis, le système Medicare, qui est un système prospectif, essayait de limiter un peu l'explosion des coûts de ce système complètement à l'acte, alors que dans d'autres pays, comme la Hollande, on cherche aussi l'efficience, mais là, on voulait aussi pallier à d'autres problèmes, améliorer la qualité, parce qu'en Hollande, on venait d'un système, d'un budget fermé, avec tout le problème des listes d'attente qu'on connaissait dans les années 90 aux Pays-Bas. Et donc, expliciter les objectifs avant de se lancer dans une réforme est extrêmement important. Et les expliciter de manière précise, plus précise qu'on va augmenter l'efficience. Oui, mais l'efficience qu'on va mesurer comment? Qu'est-ce qu'on veut obtenir exactement? Raccourcissement des durées de séjour, diminution des coûts, diminution du nombre d'hospitalisations. Là, c'est mal parti parce qu'un système prospectif par DRG n'a pas d'incitant pour diminuer le nombre d'admissions, par exemple. Au contraire. Ça, c'est un problème d'efficience qui n'est pas réglé par l'introduction d'un tel système. Là, il faut plutôt recourir à des modèles de territorialisation où le choix de recourir soit à l'hôpital, soit aux soins ambulatoires est la responsabilité de celui qui est propriétaire du budget, en l'occurrence, dans ce cas-là, la région, la province, la zone de soins, si on peut la nommer ainsi. Dans les différents pays, qu'en est-il de l'introduction dans le DRG de la rémunération des médecins? C'est probablement le tabou le plus important pour les organisations de médecins en Belgique. Quand on a sorti il y a quelques années notre rapport qu'on avait nommé All In, la révolte était, ou l'opposition était assez farouche. Ça, c'était vraiment probablement un ou plusieurs ponts trop loin pour nos organisations représentatives de médecins. Dans la proposition qu'on a faite tout récemment, on n'est pas allé aussi loin que de revenir vers un système all-in complet qui comporte les salaires des médecins, alors que, comme vous le voyez, ça se fait dans une série d'autres pays, notamment aussi en France, dans les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés sans but lucratif. D'autres aspects de l'étendue ou du périmètre d'un système DRG, est-ce que les investissements pour l'équipement médical est compris? En général, oui, sauf en Allemagne. Est-ce que les soins de santé mentaux sont dedans? En général, non. Ce qui ne veut pas dire qu'en Belgique, la psychiatrie et tout ce qui est soins de santé mentale ne pourraient pas bénéficier d'un système prospectif, mais en général, il faut d'autres systèmes de classement, il faut toute une autre approche avec ses logiques propres. On ne peut pas prendre le système APR-DRG tel quel parce qu'il n'est pas approprié à ce genre de pathologie, ce genre de population. Même chose et même raisonnement pour les soins de réhabilitation, rehabilitation care.
n'empêche que dans une série de pays, ils ont été inclus, et dans d'autres pays, ils sont aussi dans un système prospectif, mais sui generis, avec ses propres systèmes de classement. Et puis l'ambulatoire, oui en Angleterre, oui aux Pays-Bas, où les soins ambulatoires spécialistes sont quasiment uniquement au niveau de l'hôpital même, et au niveau des polycliniques de l'hôpital, ce qui facilite la chose par rapport à notre pays, où il y a quand même aussi le privé, si je puis le nommer ainsi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette comparaison entre pays? Bon, j'en ai déjà parlé, le besoin de définir les objectifs de manière beaucoup plus explicite que dans des grands slogans, parce qu'après, on ne réussira jamais à mesurer l'efficacité de la réforme si on ne l'a pas fait. L'impact qu'on a vu dans les différents pays, si on scrute un peu la littérature à ce sujet, c'est que, en général, quand même, l'introduction de tels systèmes prospectifs a augmenté la transparence pour tous les acteurs de ce qui est le produit et son prix. Donc tout devient plus clair, alors que je pense que je n'exagère pas en disant que notre système de financement des hôpitaux est quand même une bouteille à encre pour un grand nombre des acteurs. Une allocation plus juste des ressources entre hôpitaux, même prix pour même service pour tout le monde. Là aussi, ce n'est pas toujours le cas dans notre système hyper complexe, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Impact sur le coût total. L'efficience dans ce sens-là n'est pas acquis automatiquement si on introduit un tel système. Il faut un mix d'instruments, ça c'est l'enseignement de cette expérience internationale, il faut vraiment un mix d'instruments de financement pour maîtriser et le volume et le coût. Comme je l'ai dit, le volume n'est pas maîtrisé a priori par un système prospectif. Le spectre, le danger des listes d'attente qu'on brandit quand même par rapport à ce genre de réforme n'est pas vérifié si on regarde dans les données. Les listes d'attente des Pays-Bas, notamment, qu'on cite souvent, étaient causées par les budgets fermés avant l'introduction du système prospectif et ont été, durant la décennie passée, en grande partie absorbées avec un système prospectif. Le danger pour la qualité des soins, si on est payé avec un forfait pour une admission, on va faire le minimum et le patient s'habille. L'expérience internationale n'en donne aucune preuve. Mais pour améliorer la qualité, il faut beaucoup de mesures complémentaires. Ça, c'est aussi tout à fait clair de la littérature internationale. Un seul système ne suffit jamais pour garantir ou améliorer la qualité. Et sur le pay for quality, on a entendu ce matin des réflexions sur le leadership à l'hôpital et sur l'importance de ce nouveau mode de gestion, de co-gestion, de co-création aussi, de l'importance du patient. 1. 2. Si on regarde les vrais champions de la qualité mondialement reconnus, comme tout le système de Intermountain, Salt Lake City, Mayo Clinic et autres, c'est fondamentalement une histoire de culture d'entreprise construite sur des années et des années et des années, avec une constance dans le développement de cette culture. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on installe du jour au lendemain en mettant des incitants financiers. Peut-être même, on pourrait dire que les incitants financiers sont un peu à contre-courant de cette culture d'excellence et ont le risque de dévier l'attention vers justement les indicateurs qui sont utilisés pour faire cette récompense de la qualité, ce pay for quality, et dévie l'attention vers de cette qualité intégrale. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature des preuves très fortes que le pay for quality résulte effectivement dans une amélioration substantielle de cette qualité. Il y a des exemples positifs, il y a beaucoup d'exemples indécis, il y a beaucoup de systèmes installés qui n'ont pas été convenablement évalués. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles dans notre proposition on a été relativement prudent et on
On n'a pas suivi certains qui préconisent au moins 10% du budget global de l'hôpital doit être du pay for quality. Et on préconise plutôt de se lancer dans des expériences pilotes pour voir jusqu'où on peut aller. Petite remarque à ce sujet, il y a des systèmes pay for quality centrés sur le cas individuel. Une réadmission, clac, pas de remboursement du DRG. Ça, c'est au cas par cas. Ou il y a des systèmes de pay for quality où on utilise des indicateurs plus globaux. Le taux de complications de tel ou tel type, d'infection nosocomiale de tel ou tel type, donne droit à un bonus en fonction des résultats globaux par hôpital. Le premier est absolument à risque d'absorber énormément d'énergie négative ou de produire beaucoup d'énergie négative et d'absorber des énergies potentiellement mobilisables pour d'autres choses beaucoup plus intéressantes parce qu'on fatalement, on entre dans des discussions casuistiques où une réadmission X peut être parfaitement justifiée, tandis qu'elle est quand même pénalisée par le financeur. Et là, où elle est tout à fait... Dans quelle sorte de tension on entre automatiquement avec des systèmes pay for quality qui sont axés sur les cas individuels. Alors, les listes d'attente, j'en ai pas... Non, l'introduction, oui, ok. Les modalités pratiques de la mise en œuvre d'une réforme. La manière dont on prépare le plat est extrêmement importante. Les grands principes, on voit des variantes énormes dans les grands principes, mais la manière dont ils sont réalisés en pratique, et par exemple la manière dont le financement des médecins articule avec le reste du financement de l'hôpital et se répercute dans la gouvernance de l'hôpital et de l'interaction entre gestionnaires et médecins est probablement beaucoup plus importante en tant que garant d'efficience, de qualité et d'un système dynamique et visionnel que ces grands principes qui peuvent être justement par les petits détails et les moins petits détails poussés dans une direction ou dans une autre. Une autre leçon qu'on a vue dans beaucoup de pays, c'est qu'il faut y aller très doucement. Il faut des périodes de transition suffisamment longues parce que sinon on se heurte à trop de résistance. Si on veut un système prospectif qui n'est pas financé à la grosse louche, il faut des données sur les coûts réels des pathologies récentes et de bonne qualité. En Belgique, nous avons déjà une série d'expériences qui sont de qualité tout à fait valable sur un échantillon déjà relativement substantiel des hôpitaux. On a donc une bonne base pour avancer dans cette direction. Ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire ou d'impensable. Dans tous les pays, et ce n'est quand même pas seulement un plaidoyer pro domo pour un KCE ou autre institution, pardon, dans tous les pays qui ont un système, on voit qu'il y a une énergie quand même importante qui doit être consacrée à l'organisation du système, sa maintenance, la tenue à jour des DRG, l'intégration d'innovation, le suivi de nouvelles évolutions. Et donc, on parle souvent dans les pays d'équipes de centaines de personnes pour avoir un système qui tourne. Et c'est quelque chose qui est mal perçu en général par le clinicien qui pense que les soins de santé, c'est l'artisanat qui est dans ses propres mains. De plus en plus, les soins de santé et, à plus forte raison, les soins pour les malades chroniques sont une affaire de bonne organisation et de bonne transversalité et de bon échange de données, etc. Donc il y a un aspect gestion et aussi dans le financement qui est absolument important pour pas que le système soit perverti par ceux qui sont peut-être moins enclins à l'utiliser à bon escient. Le périmètre qui est couvert par les DRG, on l'a vu dans un des slides précédents, est absolument important dans les choix qu'on fait. Et par exemple, si on pense à étendre le périmètre du DRG vers ce qui est transmural, avant, après, dans notre pays, avec notre organisation de soins, on est très vite
dans une situation où le gestionnaire de l'hôpital est confronté à une archipel ou une multitude d'interlocuteurs individuels, à savoir par exemple tous les généralistes qui, en majorité quand même en Belgique, travaillent toujours en solo. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et qui va alors être l'arbitre sur la division du forfait entre l'intramural et le post-intramural? Donc c'est un problème extrêmement difficile et on a été relativement prudent dans la proposition de faire du bundled care, comme on l'appelle, le soin en faisceau, donc où tout est regroupé sur un épisode de soins, parce qu'avec le système que nous avons avec des praticiens qui sont quand même encore en très grande mesure des indépendants, ça risque d'être extrêmement complexe et source de beaucoup de difficultés. Et là encore, donc, on a tiré notre petit joker qu'on avait en poche chaque fois qu'il y avait un tel problème, faire des enquêtes pilotes et essayer d'explorer un peu la chose. Un élément extrêmement important, c'est comment est-ce qu'un nouveau système permettrait de mieux aligner les incitants pour les gestionnaires et les spécialistes. Et là, dans les différents pays, on voit des modèles extrêmement différents, où les médecins sont parfois très fortement impliqués dans la co-gestion de l'hôpital. Dans d'autres pays, sont plutôt des employés salariés qui n'interviennent pas beaucoup. Ici, des caractéristiques des différents systèmes, nous n'avons pas le temps de parcourir tout ça, mais on peut voir que l'introduction du système DRG part des situations dans la première rangée, par des situations assez différentes. Et donc j'ai illustré par exemple le cas de US Medicare à l'extrême droite au-dessus, où on partait vraiment d'un système fee-for-service complet. En Hollande, on partait d'un système budget qu'on appelait soft budget parce qu'il n'était pas tout à fait fermé, mais quand même, dans le chef des hôpitaux, c'était relativement fermé, etc. Les périodes de transition, on parle de 5 ans, on parle de 7 ans, etc. Par exemple, aux Pays-Bas, on est parti de 10% des activités financées par le système réformé en 2005, graduellement à 70% en 2012. Donc on fait des trajets tout à fait progressifs. Le rapport suivant que nous avons sorti, mais j'en ai déjà parlé beaucoup dans la partie précédente, donc c'est vraiment ce concept pour la Belgique, après avoir étudié les 5 pays que vous venez de voir dans le slide précédent. On ne m'a pas demandé de le détailler ici, je ne vais peut-être pas tout à fait m'empêcher d'en parler par-ci par-là quand même. Dans cette étude qui comporte pas seulement la proposition sur une bonne 50aine de pages, mais qui a quand même 400 pages de rapports scientifiques derrière, il y a 200 pages sur les systèmes internationaux, axés sur une série de thèmes, notamment sur la rémunération des médecins dans différents pays. Et on voit que le réflexe de dire mais votre proposition dans notre système est irréaliste, et je passe d'autres qualificatifs, dans un contexte international, il y a beaucoup de modèles différents possibles, imaginables. Certes, il y a une tradition à respecter, certes, il y a des valeurs, et le bloc en vert, dans la deuxième série d'indicateurs du Health Consumer Index, est importante, et le fee-for-service est certainement un des éléments qui contribue quand même à cette accessibilité et cette satisfaction de notre population. Donc il faut être prudent, mais n'empêche qu'on voit que dans les différents pays, il y a des mix tout à fait différents entre les systèmes de rémunération des médecins. Dans la gouvernance des hôpitaux, même chose. Concentrons-nous par exemple sur la ligne sur les Pays-Bas. Le contexte institutionnel aux Pays-Bas, c'est un mix entre des intérêts de la corporation des médecins qui sont organisés en ce qu'on appelait avant maatschappen, donc des associations souvent par spécialité, parfois avec un seul spécialiste dans sa maatschap. Mais avec un contexte maintenant de plus en plus de la marchandisation de l'assurance maladie, parce que les
les organismes assureurs hollandais qui, avant, étaient comparables aux nôtres, ont été privatisés il y a presque 10 ans maintenant, et avec une décentralisation des pouvoirs vers ces assureurs qui sont devenus des purchasers, ceux qui achètent les soins. Et le purchaser, il faut le constater, dans notre pays, c'est une place vide. À part l'autorité, il n'y a pas d'instance qui achète les soins. Et c'est peut-être une faiblesse dans notre système qui fait que les acteurs atomaires qu'on voit dans le paysage ne sont jamais responsabilisés sur l'ensemble. D'où, dans notre proposition, quand même, d'aller vers un peu plus de territorialisation et d'essayer d'imaginer un rôle purchaser, qui peut être un rôle partagé entre les acteurs au niveau de zones de soins. L'implication du patient est beaucoup plus structurée en Hollande, dans le sens qu'il y a des représentants patients dans les comités de direction. L'organisation de l'hôpital, il y a un partenariat beaucoup plus fort, structuré, entre les médecins et les administrateurs, etc. Donc, si on étudie le mix de caractéristiques des différents systèmes, il y a dans beaucoup de pays des choses intéressantes à grappiller, et en discutant avec les acteurs de ces pays, on peut aussi jauger sur le niveau où ça fonctionne vraiment, parce que derrière les mots, il y a parfois des réalités qui sont un peu différentes. Et certainement une des leçons importantes, pas seulement de la Hollande, c'est cet alignement, mais je l'ai déjà dit, entre les intérêts des médecins et des gestionnaires, à condition que ce soit dans une logique santé publique, et pas dans une logique comme on peut quand même penser chez nous, plutôt de maximalisation, je vais y arriver, de la production à l'insu des conséquences sociétales. Notre logique, où les médecins et les gestionnaires se rejoignent, reste une logique très fermée sur l'institution elle-même. Et ça, c'est certainement sur le plan, d'un point de vue santé publique, une faiblesse. Un petit résumé des systèmes de paiement des médecins par rapport au paiement par DRG de l'hôpital. La France et le Medicare ont deux systèmes qui sont tout à fait séparés. Par contre, dans les Pays-Bas, le fee-for-service des médecins provient du budget de l'hôpital même, qui est lui-même alimenté par DRG. La proposition que nous avons faite est plutôt dans celle qui est à gauche. Ce qui est intéressant, c'est celle qui est à l'extrême droite du slide. Par exemple, en Allemagne et en Suisse, et pour les hôpitaux publics en France, une partie du revenu du médecin provient d'un salaire ou d'une partie salaire de l'hôpital même. Et c'est une manière aussi pour l'hôpital, à côté du fee-for-service, de mettre sur pied un système réel de gestion des ressources humaines pour les médecins, de récompenser des rôles transversaux dans l'hôpital, comme le président du comité médico-pharmaceutique ou du comité d'hygiène, de récompenser des rôles qui sont des tâches de recherche au bénéfice de l'hôpital, de permettre un peu plus de diversification que la production de prestations. Donc, ça ne figure pas dans notre proposition, mais si on avance dans la direction qu'on a proposée, le potentiel existe pour quand même mobiliser une partie des revenus de l'hôpital dans cette direction-là, et qui nous semble une piste intéressante à explorer. Celle-ci, je vais la passer parce que je pense que je dois être plus ou moins au bout du timing. Ici, peut-être un slide qui résume encore une partie de nos propositions qui ont trois piliers. Un, l'augmentation de la partie financée par du BMF financé par DRG. Et une partie de cette augmentation, dans notre proposition, provient de la réallocation de la partie des honoraires
qui aujourd'hui dans sa globalité, et puis après séparé en rétrocession et en honoraire, qu'on n'a pas appelé dans le texte pur, mais ici je pense que je peux le dire. Et donc de séparer les deux et de réallouer cette partie qui aujourd'hui est rétrocédée vers un fonds géré nationalement et redistribué en fonction du case mix, bien sûr, pour venir augmenter le BMF et contribuer à résoudre le sous-financement du fonctionnement, mais aussi en partie vers un fonds d'investissement qui impérativement devra être co-géré de manière vraiment forte et très crédible par l'hôpital, le gestionnaire et les médecins, et aussi une partie, mais qu'on a jusqu'à nouvel ordre quand même préconisé rester petite, un fonds de qualité impérativement à co-gérer par le gestionnaire, par le médecin et par tous les métiers qui ont leur mot à dire dans la qualité des soins. Donc ça, c'est un des piliers de la proposition qu'on a faite, probablement le plus difficile. L'avantage, c'est que si on le fait, et si on scinde les rétrocessions d'une rémunération des médecins qui est plus en lien avec l'effort fourni, on règle par la même occasion le gros déséquilibre qui existe, et on fait un réétalonnage entre les différentes spécialités, bien sûr. Le troisième pilier, évidemment, c'est cette refonte du paysage hospitalier, avec, comme on l'a vu dans les premiers slides, encore quand même une petite marge, enfin même plus que petite, où on peut réallouer certaines ressources de structures de lits aigus vers d'autres types de structures et vers la transpluralité. Il faudra bien trouver quelque part les moyens pour financer toute cette réforme. Voilà, je vous remercie.